Lucrèce, De Rerum Natura, livre 2e, Les atomes, dit par Émile Berlerme, mars 2020. Livre 2e, Les atomes. Il est doux, quand les vents troublent au loin les ondes, de contempler du bord sur les vagues profondes un naufrage imminent. Non que le cœur jaloux jouisse du malheur d'autrui, mais il est doux de voir ce que le sort nous épargne de peine. Il est doux, en lieu sûr, de suivre dans les plaines les bataillons livrés aux chances des combats, et les périls lointains qu'on ne partage pas. Mais rien n'est aussi doux que d'établir sa vie sur les calmes hauteurs de la philosophie, dans l'impassible fort de la sérénité, de voir par 100 chemins l'errante humanité chercher, courir, lutter de force et de génie, consumer en labeur la veille et l'insomnie, monter de brigue en brigue aux échelons derniers, et s'asseoir au sommet des choses, sous nos pieds. Ah, misérable cœur aveugle que nous sommes! Quel danger, quelle nuit profonde, pauvres hommes, environne ce peu qu'est la vie. Et pourtant, la nature, vous voyez, n'en demande pas tant, le bien-être du corps et le repos de l'âme, ni douleur, ni terreur, et c'est tout. Que réclame le corps pour être exempt de tout mot? La santé. Quant au raffinement, lit de la volupté, la nature s'en passe, et la raison comme elle. À d'autres, ces palais où l'opulence mêle, aux nocturnes festins, au bruit des chœurs, au chant des cithars, l'éclat des vaisselles d'argent, la splendeur des parois de bronze et d'or vêtues, et les lampes en feu dans la main des statues. Nous, sur le frais tapis d'une herbe épaisse, au bord d'un ruisseau, mollement nous étendons nos corps. Qu'importe à nos loisirs, la richesse des marbres, quand le printemps nourrit à travers les grands arbres, et sur l'herbe répand la parure des fleurs. La pourpre, les lipins d'éclatantes couleurs, sur le feu de la fièvre, ont-ils plus de puissance que le rude grabat du peuple? La naissance est le commandement suprême, et les trésors sont des remèdes vains contre les maux du corps. Et l'âme, je vois peu ce que sa pays gagne, à moins qu'à l'heure où bout dans l'ardente campagne le tumulte guerrier, quand, rempart des soldats, les vastes éléphants s'avancent au combat, quand partout sous les reins le même orgueil s'allume, ou que la mer au loin sous tes vaisseaux écume, à moins, dis-je, qu'alors les superstitions, tremblant à leur tour devant tes légions, s'envolant en déroute à la voie de la guerre, ne laissent ton cœur pur des soucis du vulgaire. Mais si cet appareil, risible réconfort, n'a jamais écarté les affres de la mort, s'il est vrai que jamais la meute des alarmes n'a redouté le glaive et le fracas des armes, et hardiment s'ébat sous la tente des rois, si jamais les grandeurs n'ont fait peur aux effrois, non plus que la splendeur de l'or et l'étalage de la pourpre, contre eux, quel recours reste aux sages? Il reste la raison, la forte vérité. Et ne vivons-nous pas en pleine obscurité? La nuit, l'enfant ne voit que présages funèbres, encore ne tremble-t-il qu'au milieu des ténèbres. Nous tremblons le jour. L'effroi qui nous poursuit a-t-il donc plus de corps que ces terreurs de nuit? Sur ces ombres, le jour épuise en vain ses flammes. La science peut seule éveiller dans les âmes, à défaut du soleil, l'astre de la raison. Regarde, je m'en vais t'éclairer l'horizon. J'exposerai les lois du mouvement, la force qui, des germes réglant l'accord et le divorce, forme et rompt le faisceau des choses, et comment, de contour en contour, erre chaque élément, voyageur éternel dans l'infini du vide. La matière n'est pas un bloc dense et solide. Tout contour s'amoindrit. Des profondeurs du temps, nous voyons tout couler sur la pente des ans, et de l'âge à nos yeux dérober la poussière. La nature pourtant reste à jamais entière. C'est que tout corps grossit de ce qu'un autre perd. C'est d'automne flétri que le printemps est vert. Ainsi, rien ne s'arrête et tout se renouvelle. L'existence est un prêt, la vie est mutuelle. Telle race décroît et telle autre s'étend. Pour en changer la face, il suffit d'un instant.
et les mortels coureurs d'une route infinie se passent en fuyant le flambeau de la vie. L'atome pourrait-il s'arrêter? Son repos pourrait-il engendrer des mouvements nouveaux? Le croire, c'est tourner le dos à l'évidence. Dans le vide infini s'agite la substance, c'est donc leur propre poids qui meut les éléments, et leurs chocs variés guident leurs mouvements. Car ils tombent d'en haut, rien ne retient leur chute, insolubles, pesant par eux-mêmes, la lutte qu'amène leur concours les projette en tous sens. Mouvements enchaînés l'un de l'autre naissant. Pour les mieux concevoir, souviens-toi que l'espace est sans fond. Tu le sais, nulle région basse n'arrête et ne retient les atomes épars. L'immensité sans bord s'ouvre de toutes parts. De cette vérité, ne dois-tu pas conclure qu'il n'est point de répit dans un champ sans mesure? Le mouvement sans fin règle donc les rapports des principes. Le choc lie ou disjoint ces corps, et la diversité des pressions rivales élargit ou resserre entre les intervalles. Les uns plus condensés s'attachent fortement, préservés des écarts par l'enchevêtrement de leurs angles, leurs nœuds, que tout conflit resserre, forment le fer rigide, et scellent dans la terre les rocs puissants. C'est d'eux que les corps durs se font. D'autres frêles, errant dans le vide sans fond, rebondissent au loin, tissus sans résistance, ils nourrissent de l'air l'impalpable substance. D'eux nous vient la clarté radieuse du jour. Mais beaucoup, sans pouvoir entrer dans un contour, et dans le mouvement des groupes qu'ils traversent, transfuges éternels, au hasard se dispersent. Et ce n'est pas un fait rare ou mystérieux. Un exemple commun le révèle à nos yeux. Lorsqu'à travers la nuit d'une chambre fermée, le soleil entre et darde une flèche enflammée, regarde, et tu verras, dans le champ du rayon, d'innombrables points d'or, mêlés en tourbillons, former leur rang, les rompre encore, toujours, sans trêve, et livrer un combat qui jamais ne s'achève. Tu concevras alors quels infinis hasards bercent les éléments dans l'étendue épars, tant le petit au grand peut prêter de lumière. Le moindre fait nous guide aux vérités premières. Compare à l'univers ce nuage vermeil, ce monde que balance un rayon de soleil. Je veux te faire lire en cette humble poussière le travail invisible et sourd de la matière. Vois ces points, sous des heures que l'œil ne saisit pas, changer de route, aller, revenir sur leurs pas, ici, là. Quelque atome en passant les dérange, et c'est ce qui reforme ou défait leurs phalanges. Par lui-même, en effet, se meut tout corps premier. Sur les groupes errants qui n'ont pu se lier, s'il tombe un poids égal, il est réduit en poudre. L'imperceptible choc n'a-t-il pu les dissoudre? Ont-ils pu résister? Ils tremblent seulement. Ainsi des corps premiers par tout ce mouvement, qui par degrés arrive à nos sens et rencontre, enfin ces frêles grains que le rayon nous montre. Nous voyons ondoyer leur poussière, et nos yeux ne peuvent point saisir la cause de leur jeu. Maintenant, Mémius, un exemple entre mille, pour montrer à quel point la matière est mobile. Quand l'aube sur la terre épand ses feux nouveaux, lorsque dans les forêts sans chemin, les oiseaux, en foule voltigeant, de leurs chansons limpides emplissent à l'envi les bois et l'air fluide. Vois quel subit éclat. Le soleil prend l'essor, à peine que déjà le monde est vêtu d'or. Encore c'est très ardent que le soleil nous darde, ne fendent pas le vide, et le ciel les retarde. Il leur faut écarter les flots aériens. Eux-mêmes ne vont pas, un par un. Leurs liens les groupent en faisceaux qui se croisent en route. Ils s'arrêtent l'un l'autre, et leur lutte s'ajoute, obstacle intérieur, au conflit du dehors. Mais les atomes purs, germes simples des corps, forts de leur unité dans l'absolu du vide, sans obstacle étranger vont où leur poids les guide. Il faut donc que leur vol passe en rapidité. Certes, et de beaucoup, l'essor de la clarté, et, dans le temps que met l'astre à dissiper l'ombre, puisse atteindre à la fois des régions sans nombre. D'où viendrait un retard? Crois-tu que, par moments, ces corps tiennent conseil et que chaque élément s'arrête à raisonner sur la marche des choses? Que nous disent-ils donc, ces vains chercheurs de causes, qui jugent la nature incapable, sans Dieu, des faits si doux à l'homme et si judicieux?
La marche de l'année et les moissons constantes, la propagation des formes renaissantes, ces doux entraînements du désir, ces hymens qui sauvent de la mort la race des humains, grande œuvre de Vénus féconde, où nous convie la sainte volupté, guide et loi de la vie, tout pour eux est calcul, tout est d'ordre divin. Jamais erreur ne fut plus loin du vrai chemin. Quand bien même, en effet, j'ignorerais l'essence des éléments premiers, germes de la substance, les imperfections des choses et des cieux, tout m'instruirait qu'un monde, à ce point vicieux, ne peut être le fruit d'une raison divine. Mais réservons ce point, Memmius, je termine ma démonstration des lois du mouvement. Établissons d'abord, c'est, je crois, le moment qu'il ne peut exister de corps dont la matière tend en haut par sa force et remonte en arrière. La flamme semble prendre Épicure en défaut. Pour naître et pour grandir, tu la vois tendre en haut. L'arbre aussi monte en l'air et la plante se dresse, mais puisque tout ailleurs selon son poids s'abaisse, lorsque la flamme agile au fait de nos toits bondit, léchant la pierre et dévorant le bois, c'est hors d'elle, et non pas dans sa propre tendance, que nous devons chercher la force qui la lance. Ainsi le jet du sang jaillit de nos vaisseaux. Ne vois-tu pas aussi la révolte des eaux revomir aisément la plus robuste poutre? En vain, sans bras nerveux, l'enfonce d'outre en outre, plus profonde est la chute, et plus brusque est le bond, qui droit en haut la pousse et la chasse du fond, et plus son front dressé dépasse la surface. Qui doute cependant que le bois, par sa masse, dans le vide emporté, ne descende au travers. Ainsi monte la flamme, ainsi l'effort des airs, encore bien qu'elle tombe, autant qu'il est en elle, change en ascension sa chute naturelle. Ne vois-tu pas s'épandre en longs sillons de feu les sublimes flambeaux qui volent dans les cieux, dès que la nuit leur ouvre une maille en ses voiles? Ne vois-tu pas tomber en terre les étoiles? Et le soleil aussi, des hautes régions, verse au loin ses chaleurs et sème ses rayons. Donc les feux du soleil descendent vers la terre. Du nuage en lambeaux s'échappe le tonnerre, les foudres en tous sens se croisent, et leurs coups s'abattent, trop souvent, sur la terre et sur nous. Retiens ce point encore. Par le poids qui le guide, tout corps en droite ligne est porté dans le vide, mais sans qu'on puisse dire en quel temps, en quel lieu, chaque atome en tombant décline un peu, si peu que sa pente invisible est à peine réelle. S'il ne déclinait point, si d'un jet parallèle, comme les gouttes d'eau tombaient les éléments, d'où seraient nés les chocs et les enchaînements? Est-ce que la nature eût pu créer les choses? Dans l'absolu du vide, il faut que tu supposes certains corps que leur poids, accélérant leur cours, directement d'en haut jette sur les moins lourds, et dont le choc fécond puisse engendrer le monde. Rien n'est plus loin du vrai, si dans l'air, si dans l'onde, tout corps précipité selon son poids descend, c'est que l'eau, trop mobile, et que l'air trop glissant, pour opposer à tout d'égale résistance, doivent céder plus vite aux masses les plus denses. Mais le vide, à quel poids, en quel temps, en quel lieu pourrait-il résister? C'est un libre milieu par où l'atome court, où son destin le guide. La masse est annulée, et l'impassible vide, aux poids les moins égaux, livre un passage égal. Jamais donc les plus lourds, de leur choc vertical, frappant les plus légers, n'engendreront les causes des mouvements divers qui produisent les choses. Il faut donc revenir à la déclinaison, au moindre écart possible, admis par la raison, si subtil, en tout cas que jamais il n'implique, l'évidence le nie, une descente oblique. Nous voyons par leur poids tous les corps tendre en bas, autant qu'il est en eux. Mais ne peuvent-ils pas, quel regard assez fin de si près les inspecte, dévier tant soit peu de la ligne directe? Enfin, si l'un à l'autre, à jamais enchaîné, toujours des chocs anciens, les chocs nouveaux sont nés, si nul écart ne rompt ce pacte d'esclavage et n'ouvre au mouvement quelque secret passage, dans le cercle infini qui domine et contient la marche des effets et des causes, d'où vient que l'animal échappe au fatal équilibre? D'où vient, dis-je, aux humains, cette volonté libre qui les guide, arrachée à la fatalité vers le but qu'au désir marque la volupté? Sans heure ou lieu fixé, tout notre corps décline, où le porte l'esprit.
En nous est l'origine du mouvement, et c'est de notre volonté qu'en nos membres émus coule l'activité. Vois les coursiers, à l'heure où s'ouvre la barrière, ne pouvoir assez tôt bondir dans la carrière, au gré du fier désir qui bout sous leur poitrail. Il faut du temps, il faut que, par un sourd travail, sur tous les points du corps, mise en jeu tout entière, aux ordres de l'esprit réponde la matière. C'est du cœur que tout part, et cette impulsion qui va de membre en membre infiltrer l'action, notre volonté même en est la source intime. Autre est le mouvement quand un choc nous imprime. Par la force ébranlée, sous l'assaut du dehors, nous sentons malgré nous frémir tout notre corps, tant que la volonté n'en reprend pas l'empire. Et lorsque sous l'assaut notre révolte expire, quand nous roulons, poussés par l'obstacle vainqueur, éperdus, c'est alors qu'au fond de notre cœur, quelque chose proteste et se roidit et lutte, qui, parfois détournant ou retardant la chute, maîtrise enfin le corps en sa course arrêtée. Ce frein de nos transports, c'est notre volonté. Donc, où ce libre effort est un effet sans cause, ou, tu dois l'avouer, ce mouvement suppose une force qui n'est ni le choc ni le poids, et dont, comme nos corps, l'atome suit les lois. Le poids empêche bien qu'à l'acte ne préside un agent étranger, mais l'esprit qui nous guide demeure libre en nous malgré la pesanteur. C'est la déclinaison qui meut notre moteur, c'est cet écart subtil qui, sans route suivie, sans heure et sans lieu fixe, en liberté dévie. Le fond primordial n'a pas changé. Jamais dans sa trame il ne fut plus dense ou moins épais. Sa masse ne subit ni perte ni croissance. Donc les germes premiers qui forment la substance gardent le mouvement qui dirigea leur cours, et, tel qu'il est acquis, le garderont toujours. Ce qui naissait naîtra. Chaque être a sa mesure, que nous font l'habitude et sa propre nature, cercle où tout doit éclore et croître et se mouvoir. L'univers, c'est le tout sans borne. Quel pouvoir détournerait du tout une seule parcelle? Où fuir et d'où rentrer? Quelle force nouvelle viendrait troubler la marche et l'ordre des rapports? Tout réside dans la somme, et rien n'est en dehors. Tandis que tout gravite et se meut par soi-même, l'ensemble cependant goûte une paix suprême, à moins qu'un pouvoir propre, à leur forme inhérent, n'arrache certains corps à ce calme apparent. Comment s'en étonner? L'impalpable substance hors de notre portée a placé son essence. Va-t-elle à nos regards livrer son mouvement? Surtout quand, tous les jours, le seul éloignement leur cache l'action du corps le plus visible. Vois là-haut ces brebis, d'une marche insensible elles vont, tondant l'herbe au penchant du coteau, leur instinct les attire à l'endroit le plus beau, et le mieux emperlé par la jeune rosée. Puis les agneaux repus de leur tête frisée se choquent doucement rebelles. Je perdu. Qu'a gardé le lointain de ces traits confondus? Une blancheur qui dort sur les prés qui verdoient. Ailleurs des légions, par masses épaisses ondoient, elles couvrent les champs, et sur leurs flancs guerriers, de piques hérissés, un vol de cavaliers, d'élans impétueux ébranlent au loin la plaine. Le feu des glaives monte au ciel, la terre, pleine d'une splendeur d'airain, sous les pieds des soldats, tremble, et l'écho frappé par la voix des combats, la rejette en clameur aux voûtes étoilées. Il est tel mont, pourtant, d'où l'éclair des mêlées semble aux yeux une tache immobile, lueur fixée en quelque point du sol inférieur. Poursuivons. Revenant aux germes, aux principes, je cherche ce qu'ils sont, et je note en leur type une diversité native. Non pas tant qu'il existe entre tous un désaccord constant, mais nul corps de tout point n'est à l'autre identique. La forme des facteurs ne peut donc être unique. Quel hasard eût tissé dans la trame sans fin, d'un fil toujours pareil ainsi changeant dessin. Les germes, tu le sais, doivent être innombrables. Comment le refuser des formes dissemblables? Prends-moi tout ce qui vit, le genre humain, la jante muette des nageurs aux écailles d'argent, les bêtes et les fleurs, prends les races ailées, les oiseaux voltigeant sous les vierges feuillées, et ceux dont les étangs, les sources et les mers, sur leurs bords animés rassemblent les concerts, chacun sa figure, et du voisin diffère. Sans quoi par où l'enfant connaîtrait-il la mère, et la mère l'enfant?
instinct commun à tous qui ne manque pas plus aux animaux qu'à nous. Souvent, au seuil des dieux, paré pour l'hécatombe, devant l'autel qui fume, un jeune taureau tombe, exhalant par sa plaie une écume de sang. Et la mère orpheline, en tout lieu dispersant l'empreinte de son pied fourchu, marche, regarde, explorant tout des yeux, si quelque ombre lui garde son fils perdu. Parfois elle attend, ses regrets de longs gémissements remplissent les forêts. En sa perte absorbée, elle court à l'étable. Rien ne distrait son cœur du souci qui l'accable. Ferme gazon nourri de rosée, arbrisseaux tendres, fleuve à plein bord roulant ses clairs eaux, sur ce mal obstiné tous les charmes échouent. Voit-elle dans les prés d'autres taureaux qui jouent? Vaine diversion, ce qu'elle cherche, c'est quelque chose de sien, et qu'elle connaissait. L'agneau mutin s'attache à la brebis bêlante, et le tendre chevreau suit d'une voix tremblante sa mère au front cornu. Chacun trouve et connaît, la nature le veut, sa mamelle et son lait. Choisis, non entre tous, mais dans la même espèce, un épi, si semblable aux autres qu'ils paraissent, il a ses traits à lui, qui ne sont pas les leurs. Sur le sein de la terre, ainsi, de 100 couleurs, peignant le sable mou, luisent ces coquillages que le flot calme laisse aux courbes des rivages. Quel maître aux éléments défend de varier? Ils sont parce qu'ils sont. Nulle main d'ouvrier, dans un moule commun, n'a fondu les principes. Je dis que leur figure admet différents types. Et tout s'explique ainsi. Le feu du ciel, l'éclair subtil et pénétrant porte plus loin dans l'air que le nôtre, nourri de bois ou de résine. Pourquoi? C'est qu'il est fait de matière plus fine. Il traverse aisément des pores trop étroits, pour le nôtre, épaissis de résine ou de bois. La corne, qui ne peut arrêter la lumière, rejette l'eau. Pourquoi? Texture moins grossière, la fluide clarté passe où l'eau tombe en vain. Du filtre en un moment, nous voyons fuir le vin. Mais l'huile est paresseuse et coule goutte à goutte. C'est que ces éléments sont plus épais sans doute, ou plus enchevêtrés. Leurs angles résistants se mêlent sans pouvoir se séparer à temps, pour que dans le trajet, les atomes de l'huile trouvent chacun sa voie au port de l'argile. Autre exemple. Le lait et le miel onctueux laissent dans notre bouche un goût délicieux. Vois-tu l'absinthe amère ou l'acre centauré? Ta lèvre se tordra de leur fiel pénétré. Rien de plus naturel. Ce qui flatte nos sens est fait de corps polis, sphériques et glissants, mais les rudes boissons, les sucs au goût sauvage sont d'atomes crochus, le tenace assemblage. Nos sens doivent pâtir de leur contact amer, qui déchire en passant les fibres de la chair. Bref, toute impression, bonne ou mauvaise, implique un désaccord certain dans la forme atomique. Quand l'aigre scie éclate en rauque sifflement, irons-nous la former d'aussi doux éléments que la corde où s'éveille et tendrement soupire l'air par d'agiles doigts figuré sur la lyre? Quoi? Les parfums d'encens par l'autel exhalé, quoi? Les jeunes safrans sur la scène effeuillée, et le cadavre noir que le bûcher calcine, les mêmes éléments frapperaient ta narine? Compare au doux régal des riantes couleurs, l'éclat dont la piqûre arrache aux yeux des pleurs, les teintes d'aspect faux ou sombre, ces contraires par la forme et le fond peuvent-ils être frères? Non, tout contact heureux vient d'atomes glissants, et sans quelque rondeur, rien ne flatte les sens, toute impression dure et dure dans ses causes, et veut quelque rudesse en la trame des choses. Disons qu'il est aussi des germes ambigus, ni tout à fait polis, ni tout à fait aigus, qui, dressant à moitié leurs pointes minuscules, chatouillent sans blesser. L'aunay et la fécule doivent leur saveur mixte à ces combinaisons. Enfin, les feux cuisants, les rigides glaçons, n'ont ni les mêmes dents ni la même morsure, et l'épreuve du tact est là qui nous l'assure. Le tact, par tous les dieux, le tact, vrai sens du corps, juge l'impression, choc venu du dehors, ou contre-coup secret d'une blessure intime, soit que de notre chair Vénus féconde exprime, les sucs générateurs, soit qu'un mal sourd entre eux choque les éléments confus et douloureux. Comme il peut arriver lorsque ta main t'échappe, et tombant sur toi-même en quelque endroit te frappe. Ainsi les éléments, j'en atteste l'effet, sont divers en leur forme ainsi qu'en leurs effets.
Considère les corps d'aspect rude et compact. L'étroit enlacement de crocs pressés contracte leur substance en faisceaux noués profondément. En tête de ces corps marche le diamant, à tous les coups rebelle, et les reins qui s'emportent en lamentation lorsque tourne ta porte, et le silex robuste et l'inflexible fer. Quant aux fluides purs, comme l'onde et l'éther, leurs atomes sont ronds, leur substance est polie, leurs globules fuyants, que nul crochet ne lie, roulent selon leur pente en flots pulvérisés. Tous ces groupes enfin qui, tout à coup brisés, s'échappent en tous sens vapeur, fumée ou flamme, bien que tout ne soit pas rond et lisse sans leur trame. De neutrophores non plus ne sont pas attachés, ceux qui piquent nos sens traversent les rochers. Leurs germes ne sont pas adhérents et tenaces, puisqu'un souffle de vent les disperse. Leur face présente non des crocs, mais des aiguillons droits. Le fluide et la mer se combinent parfois, comme dans l'eau marine. Eh bien, le fait s'explique, ce qui blesse est aigu, ce qui glisse est sphérique. Les deux types mêlés ne s'enchevêtrent pas, nul besoin de crochet, ils vont du même pas. Il en résulte un corps qui déchire et qui coule, acide puisqu'il mord, globuleux puisqu'il roule. Fais mieux. Prends sur le fait ces crocs et ces rondeurs, que Neptune amalgame en ses âcres sueurs. En les désagrégeant, distingue leur nature. La terre qui boit l'onde en la filtrant les pure, et dans ses réservoirs la distille sans fiel. La mère aspérité des principes du sel, dans les pores du sol, les arrête au passage. De ces enseignements découle et se dégage, corollaire certain, une autre vérité. Des types différents, le nombre est limité. Sans quoi nous pourrions voir la forme de tels germes, exiger le concours d'accession sans terme. La loi des éléments, c'est l'exiguïté. Leur petitesse exclut tant de diversité. Coupe en 3, coupe en 5 leur substance indivise, intervertie en l'ordre, essaie, invente et puise, en plaçant à ton gré ces minimes fragments, les possibilités de leurs agencements. Fais-les passer de bas en haut, de gauche à droite, hors d'une aire en tous sens, également étroite. Tout changement implique accroissement de corps. Toute nouvelle forme et tout nouveau rapport vont réclamer l'appoint de parcelles nouvelles, qui, de quelque élément, si mince fussent-elles, porterait la grandeur jusqu'à l'immensité. Ce qui ne se peut point, nous l'avons constaté. L'atome donc repousse, et son nom même nie, une diversité de formes infinies. Autrement, la splendeur des robes d'Orient, le dos des pans, qui traînent un manteau syrian, et la pourpre superbe, honneur de Mélibée, des sucs thessaliens, du murex imbibé, par quelque éclat plus vif, pâlirait éclipsé. L'ambre en parfum, le miel en saveur dépassée, tomberait en mépris. Le chant divin qu'inspire le souffle d'Apollon aux cordes de la lyre se tairait, et le cygne avouerait un vainqueur. Tout monterait sans fin de la scie au meilleur, à moins que, d'une marche inverse mais semblable, toute chose tombant du pire à l'exécrable, une progression de dégoût n'offensât l'oreille ou le palais, la vue ou l'odorat. Or, rien de tel n'existe. Il est un point extrême où toute qualité se limite à elle-même. Conviens donc avec moi que la variété des formes ne sort point d'un cercle limité. La glace et la fureur du feu marquent le terme d'un champ couvre un excès et qu'un autre excès ferme. Entre elles, la tiédeur occupe le milieu, et ces gradations vont de la glace au feu. Leur force est donc bornée, et remplit l'intervalle où siègent aux deux bouts l'une et l'autre rivale. De là découle encore une autre vérité. Si des types divers le nombre est limité, le nombre est infini des atomes semblables. Leur tout serait borné s'il n'était innombrable. Or nous savons que rien ne borne l'univers. Et peu de mots, s'il est quelque charme en nos vers, vont te prouver qu'il faut que les premiers principes soient en nombre infini dans chaque ordre de type, pour suffire à ces chocs qui font et qui défont sans trêve le tissu de l'infini sans fond. Telle espèce vivante en nos climats est rare, dont la nature ailleurs se montre moins avare.
Dépaysés chez nous, ces vastes éléphants, armés d'étranges mains qui semblent des serpents, pullulent, fils du sol, sur des rives lointaines. Dans l'Inde, leurs milliers se comptent par centaines, et font un mur d'ivoire à leur pays natal, rempart impénétrable au monde occidental. Tant la loi qui remplit les cadres de la vie peut prodiguer ailleurs ce qu'elle nous envie. Mais va plus loin, suppose, on t'accorde ce point, un être unique, seul de son sang, qui n'est point de père ni de second dans le reste du monde. Je dis que sa matière autant qu'une autre abonde, qu'il ne peut, sans un nombre infini d'éléments, naître, vivre, grandir, ni trouver d'aliments. Vois-tu flotter au loin, seul dans l'espace énorme, les germes destinés à cette unique forme? Quel hasard groupera leurs globules subtils? Où, d'où, par où, comment se reconnaîtront-ils? Étrangers dans la foule en cette mer profonde. Ainsi quand la tempête en naufrage féconde déchire gouvernail, mât, antenne, haubans, la forte mer, qui tord les poupes et les bancs, de débris surnageant, sème au loin ses rivages, afin que les mortels, témoins de ses ravages, sachent sa perfidie et sa déloyauté, et que nul désormais ne puisse être tenté, par le sourire faux de sa paix meurtrière. Dans ces convulsions ainsi l'ample matière doit disperser au loin sur l'infini des temps, si leur nombre est borné, des atomes flottants, sans union possible ou durable, sans force, contre la décroissance et l'éternel divorce. Et c'est ce qu'il n'est pas, un assidu concours, groupant les corps accrus, en maintient les contours. Tu le vois, le fait même, en limitant leur type, proclame illimité le nombre des principes. De là vient que nul choc, nul effort dissolvant ne peut tuer d'un coup tout un genre vivant, et qu'il n'ait pas de force et d'activité mère qui puisse éterniser une forme éphémère. C'est une lutte égale, où les deux combattants se balancent depuis l'origine des temps. Le vaincu se relève et le vainqueur succombe. Le berceau vagissant alterne avec la tombe. L'aube chasse la nuit succède au jour, et nulle heure ne vient sans mêler à son tour aux clameurs des enfants qui sortent des ténèbres, les sanglots, compagnons des angoisses funèbres. Retiens ce point encore, qu'au fond de ton esprit, d'un trait durable et clair, je voudrais voir inscrit, dans les êtres connus, rien dont la trame entière consiste en une seule espèce de matière, rien qui ne soit un groupe, un concours d'éléments, et plus de facultés, d'aspects, de mouvements s'assemblent dans un corps, plus règne en ses principes une variété de genres et de types. Commençons par la terre. Elle enferme en ses flancs la source de ses eaux, dont les tributs roulants renouvellent la mer immense. Elle recèle la flamme qui du sol par 100 bouches ruisselle. Ces feux que des Etnas vomissent les fureurs. Elle possède enfin les semences des fleurs et des blondes moissons, les germes des feuillages mouvants, des fruits heureux et des frais pâturages, de quoi sustenter l'homme et les bêtes des monts. Ce n'est donc pas à tort que nous la proclamons, mère auguste des dieux, des hommes et des êtres, et qu'elle est apparue aux chantres grecs nos maîtres, haut montés en un char traîné par 2 lions. Car la terre, pendant au sein des régions célestes, ne saurait s'asseoir sur elle-même, et ces lions domptés sont l'évident emblème des cœurs durs amollis par les soins maternels. Les cités qu'elle abrite en des forts naturels, à son front ont valu la couronne murale, qui de loin aux terreurs populaires signale son marbre solennel, en triomphe porté. De là son culte antique est partout respecté. Ses prêtres et son nom rappellent la Phrygie, où les traditions veulent que sa magie, pour le donner au monde, ait évoqué le blé. Ces Galles furieux, cortèges mutilés, semblent crier « Enfants ingrats envers vos pères, insensés contenteurs du culte de vos mères, vous ne méritez plus d'engendrer des humains. » Et la peau des tambours tonne au choc de leurs mains, et la cymbale éclate, et les cornets farouches, avec le fifre aigu, glapissent sous les bouches. Le mode phrygien exalte leur fureur, la pique au bras, joyeux, ils courent, et l'horreur effare et traîne aux pieds de la mère idéenne l'ingratitude impie et le vice et la haine.
Muette, elle s'avance à travers la cité, aux âmes comme au corps, dispensant la santé. Semé sur son chemin, l'or et l'argent résonnent, d'un nuage odorant les roses la couronnent, voilant la grande mer et ses prêtes armées. Alors c'est furieux que les Grecs ont nommé Curètes phrygiens, dans une étrange danse, ivre de sang, des mains et du front en cadence, heurtent d'affreux cibiers et des chaînes de fer. Tels les enfants gardiens de l'enfant Jupiter, les curettes crétois, choqués en chœur rythmique, les reins des boucliers contre les reins des piques, dérobant sa voix grêle à Saturne affamé, dont la dent parricide eut sans eux imprimé dans le sein d'une mère une marque éternelle. Tels, de leurs danses armées, ils entourent Cybèle, comme pour enseigner à tout homme de cœur à s'armer pour sa mère et son pays, vengeur du sol et des parents qu'honore son courage. C'est là d'esprit subtil l'ingénieux ouvrage, fait de fiction pure et non de vérité. Les dieux vivent en paix dans l'immortalité, satisfaits de leurs biens, ils n'en cherchent pas d'autres, et, libres de tout mot, ils ignorent les nôtres, ni vice, ni vertu, ni pitié, ni courroux, n'ont de prise sur eux, ils sont si loin de nous. La terre n'est au fond qu'une insensible masse, mais les germes distincts que sa structure embrasse font apparaître au jour 1000 produits divers. Veux-tu nommer les blés Cérès et l'eau des mers Neptune? Tu le peux. Bacchus à ton oreille saute-t-il mieux que vin ou que liqueur vermeille? Soit, la terre à son tour, par la grâce d'un nom, devient mère des dieux, qu'importe, on sait que non. Je reprends. Tu peux voir qu'un même champ rassemble des animaux dont nul à l'autre ne ressemble. La laineuse brebis, les belliqueux chevaux, les bœufs hauts encornés, boivent les mêmes eaux, respirent le même air, mais en eux rien n'efface les traits de leur nature et les mœurs de leur race. Tant d'éléments divers se sont agglomérés pour former chaque fleur et chaque herbe des prés. Dans un seul corps vivant, que d'agents, que d'organes, humidité, chaleur, os, veines, sang, membranes, tous objets différents où se trouvent liés des types spéciaux d'éléments variés. Des tissus dont le feu rompt et dissout la trame, au moins portaient en eux des semences de flamme, de quoi lancer un feu, répandre une lueur, jaillir en étincelles et voler en vapeur. Un examen pareil en toute autre substance découvrira toujours la multiple existence de principes sans nombre et de types distincts. Souvent, par un seul corps, à la fois sont atteints l'odorat et le goût. Telles sont ces victimes que l'épouvante odieux offre en retour des crimes. Comme des faits divers, divers sont les auteurs, que la saveur s'arrête ou passe les senteurs, qu'au suc ne convient pas la marche des arômes, reconnaissons en eux plusieurs genres d'atomes. Divers types formels combinent leurs rapports, et c'est de leur concert que résultent les corps. Considère un moment sévère, chacun renferme main élément, vocal commun à plus d'un terme. Conclusant que les mots, aussi bien que les vers, ne sont constitués que d'éléments divers. Non qu'on remarque tant de sons élémentaires, ou qu'on ne puisse, avec les mêmes caractères, former de mots, de vers, peu semblables pourtant. Le trait qui les sépare n'est-il moins constant? Ainsi l'on peut compter chez un grand nombre d'êtres, main éléments communs à tous, comme les lettres, ce qui diffère en eux, c'est le groupe total, la somme. D'où j'induis que l'homme, l'animal et la plante sont nés de différents principes. Il s'en faut que tout corps puisse unir tous les types. Quels monstres imprévus naîtraient de ces hymens? Hommes presque animaux, animaux presque humains, rameaux puissants jaillis de vivantes poitrines, corps terrestres greffés sur des formes marines. Les chimères, paissant les générations, sur un sol sans mesure en ses créations, exhaleraient le feu de leur gueule vorace. Et c'est ce qui n'est pas. Les êtres ont leur race, ils gardent en croissant le type maternel, de principe certain, héritage éternel. En tout corps, c'est la loi fatale et manifeste, de tous les aliments ne pénètrent et ne restent que ceux qui s'associent à son travail vivant. Les germes étrangers sont rejetés au vent. D'infatigables chocs dispersent en poussière des germes superflus, dont l'inerte matière, incapable de vivre, tentée vainement,
d'entrer dans un contour et dans un mouvement, et ne croit pas ces lois au seul vivant borné. Elles dominent tout, car les choses sont nées, chacune avec leur genre et leur trait spécial. Le fait qui les distingue est donc primordial. C'est la diversité formelle des principes. Non pas qu'il soit besoin d'un grand nombre de types, mais nous voyons que rien ne concorde en tout point. À la variété des atomes se joint celle des poids, des chocs, des concours, des distances et des directions qui, plus que les substances, impriment dans chaque être un type essentiel, fait que la mer est mer et que le ciel est ciel, et qui leur interdit d'empiéter sur la terre. Mais poursuis avec moi l'étude qui m'est chère. Quand tu vois un objet blanc ou noir, ou vêtu de telle autre couleur, en vain prétendrais-tu, de germes blancs ou noirs, constater l'influence. La matière en sa trame est neutre et sans nuance. Entre ces éléments et les teintes des corps, il n'est pas de contraste, il n'est pas de rapport. L'esprit, dis-tu, ne peut concevoir l'incolore. Erreur. L'aveugle né, qui dès l'enfance ignore les couleurs des objets et la clarté du jour, connaît par le toucher, juge par le contour. Ainsi donc, l'incolore offre au sens quelques prises et se traduit pour nous en notions précises. Nous-mêmes qui voyons, aveuglés par la nuit, à défaut de couleur, la forme nous instruit. Tu sens, tu reconnais ce que ta main rencontre. Ce que montre le fait, la raison le démontre. Telle couleur s'altère en toute autre couleur. Il n'en peut être ainsi d'un germe créateur, s'il ne reste jamais identique à lui-même. Le grand tout sombrera dans le néant suprême. Ce qui brise le moule, où sa loi l'a fixé, comme s'il n'était pas, rentre dans le passé. Donc si tu ne veux pas que tout s'anéantisse, n'attache à nul atome une couleur factice. La couleur peut manquer du reste au corps premier. Ne sont-ils pas pourvus de types variés, formes dont le concours enfante les nuances? Tout dépend de leur ordre et de leurs alliances, des chocs, des contre-coups qu'ils échangent entre eux. Tu t'expliques ainsi que, du noir ténébreux, le même objet soudain passe au blanc de la neige, lorsque la mer revêt, sous le vent qui l'assiège, l'éclatante blancheur de ses flots écumants. Tu peux dire, il est vrai, que certains changements, des mélanges nouveaux, un ordre qui diffère, certains germes acquis ou perdus ont pu faire d'une teinte assombrie une blancheur de lait. En effet, si la mer immense ne roulait que des atomes bleus, comment blanchirait-elle? Quel choc altérerait leur couleur naturelle? Tu pourrais les troubler de fond en comble, mais les teindre en argent pur, mais les blanchir, jamais. Or, si l'aspect des mers en son unité sombre admet des éléments teints de couleurs sans nombre, comme un cercle, un carré, parfait en soi, comprend maints fragments étrangers, maints types différents, il faudra que, du moins, les teintes partielles apparaissent aux yeux, distinctes et réelles, dans toute couleur franche et dans le bleu des mers, comme font d'un carré les composants divers. Encore peut-on grouper 20 figures en une, sans changer le contour de la forme commune, mais 20 tons détruiraient l'unité de couleur. La raison dont parfois l'apparente valeur nous porte à colorer les principes des choses tombe et n'en disparaît que mieux. Si tu supposes que les corps blancs ou noirs ne sont pas nets et purs, fais chacun d'éléments tout blancs ou tout obscurs, si tu ne vois en eux qu'un concours de nuances. Rebelle à ces viols, à ces mésalliances, de ton sombre au noir qui ternirait sa fleur, le blanc naîtrait plutôt de germes sans couleur. Mais la couleur enfin n'est pas sans la lumière, qualité qui n'a rien d'une essence première. C'est pourquoi nulle teinte en l'atome ne luit. Que serait la couleur dans l'ombre de la nuit, elle qui change avec la lumière inégale et reflète sa chute oblique ou verticale? Ainsi sous le soleil, le chatoyant duvet, qui forme le collier des colombes, revêt les flammes du rubis et de la pourpre chaude, tourne au corail plus doux et passe à l'émeraude. Ainsi, lorsque le jour ruisselle à flot des cieux, le pan fait miroiter son manteau radieux. Puis donc, que la clarté par son choc les révèle, je dis que les couleurs n'existent pas sans elles. Comment les sentons-nous? Par une impression, un choc de contours blancs ou noirs.
La vision n'est que le tact de l'œil. Au fond, c'est d'une forme, et non d'une couleur que le tact nous informe. Pour lui, la forme est tout, la teinte est sans valeur. Les éléments n'ont donc nul besoin de couleur. Leur effet sur nos sens change avec leur figure. Suffit-il d'établir que nul pacte n'assure à telle ou telle forme un genre de pigment, et qu'à toute couleur convient tout élément? D'où viendrait que tout corps dans la nature entière n'aurait pas l'avantage acquis à sa matière d'arborer sans couleur pêle-mêle et sans choix? Que du vol des corbeaux ne tomba point parfois quelque blancheur subite en leur plumage empreinte, qu'un germe noir soudain ou de quelque autre teinte ne fit point par instant du cygne un oiseau noir? Eh bien, divise un corps en fragments. Tu peux voir que plus chaque parcelle est subtile et menue, plus la couleur s'efface en elle et s'atténue. Ainsi pulvérisé, s'éteint l'éclat de l'or, la pourpre de Sidon, plus radieuse encore, pâlit quand fil à fil sa trame se dissipe. C'est donc qu'avant d'atteindre à l'atome au principe, en chemin tout entière expire la couleur. Tous les corps, n'est-ce pas, n'émettent point d'odeur ou de son. Tous les corps, encore moins les atomes, ne possèdent donc pas des sons ou des arômes. Chez d'autres, la couleur, par la même raison, peut manquer, comme ici, le parfum et le son. Car l'œil ne saisit pas tous les corps. Mais l'étude les atteint, les connaît sans moins de certitude que d'autres corps privés, d'autres traits distinctifs. Et ne croit pas d'ailleurs qu'aux éléments natifs la couleur manque seule. En eux rien de sonore, l'atome est dénué de tout suc. Il ignore la chaleur ou la glace et la molle tiédeur, et de son propre corps n'émane aucune odeur. Pour composer le nard, à l'énivrante haleine, le nectar de la myrrhe et de la marjolaine, tu cherches, tu choisis d'abord, en l'épurant, l'élément le plus neutre et le moins odorant, afin que nul virus n'altère et n'annihile l'arôme pur des fleurs qui chauffent avec l'huile. Je dis que ni le son, ni le goût, ni l'odeur ne sont, plus que le chaud, le froid ou la tiédeur, des vertus par l'atome aux choses des parties. Il n'a point et ne peut émettre de parties. Le reste, inconsistance ou mollesse des corps, corruption, ne sont aussi que des rapports. L'atome est libre et pur des mots dont les corps meurent. Il faut que du grand tout les fondements demeurent, immortels, si tu veux qu'un renaissant effort les préserve jamais de l'incurable mort. Donc il est avéré que les effets sensibles procèdent forcément de germes impassibles. Loin d'affirmer ce fait, d'ébranler ces leçons, tout ce que nous voyons, sentons et connaissons nous conduit par la main et nous force d'admettre que l'insensible est l'âme et le foyer de l'être. Vois-tu, lorsqu'au sillon trempé profondément l'hiver pluvieux laisse un putride ferment, ces légions de vers en pleine fange éclosent. Les vivants ne sont faits que de métamorphoses. Fleuves, gazons, feuillages en pâture dissous se changent en troupeaux, et les troupeaux en nous. Et nous-mêmes, souvent, nous enflons de nos restes, l'aigle au vol souverain et les bêtes funestes. De tous ces corps mêlés, la nature pétrit, forme, entretient, la vie et l'essence de l'esprit. Ainsi, du bois épais subtilisant la trame, elle la change en souffle et la déploie en flamme. Tant importe les chocs, les groupes, les tissus, l'ordre, les mouvements imprimés ou reçus, et les combinaisons des principes des choses. De nos impressions, quelles seraient les causes? Rien n'émeut les esprits, rien ne frappe les cœurs, où le sensible naît d'un sensible facteur. Car il ne suffit pas, pour engendrer la vie, qu'à la pierre ou qu'au bois le limon s'associe. Mais j'en prends ta mémoire à témoin. Ai-je dit qu'au hasard, tout mélange en tout moule fondit des êtres animés pourvus de sens ou d'âme? Ou bien qu'il importa d'examiner la trame, le nombre, les rapports, l'ordre, les mouvements, concours générateurs qui manquent aux éléments, de la glèbe et du bois. L'humide pourriture peut de ces mêmes corps animer la structure et leur faire engendrer des vers, mais c'est qu'alors, des atomes entre eux renversant les rapports, quelque pacte nouveau justement les convie à se grouper dans l'ordre où se produit la vie. Former les corps sentants de corps sensibles, fait d'autres corps sensitifs, s'échanger des effets, en cause,
et l'atome en substance aussi molle que les viscères mous, dont jamais ne s'isole le sentiment. Vaisseaux, muscles, nerfs, tous mortels. Mais soit ces objets mous, faisons-les éternels, ont-ils le sens complet de corps comme les nôtres, ou d'un organe seul? Or, détaché des autres, l'organe ne sent point ce que son voisin sent. À sentir par lui-même, il demeure impuissant. Suppose la main seule et du corps séparé. Toute sensation lui sera retirée. Reste à voir dans l'atome un instar d'animal, doué d'un sentiment complet total, normal. Mais pourra-t-il encore passer pour un principe? S'il vit, tout ce qui vit de la mort participe, vivant, mortel, ce n'est qu'une chose en 2 mots. Agite, choque, unit ses germes. Animaux, que feront-ils de plus qu'une foule vivante? Diras-tu que Vénus n'est point assez savante? Prends le bœuf, le lion, l'homme. Toute union entre eux n'engendrera que bœuf, homme ou lion. Mais ce sens, nous dit-on, l'atome l'abandonne. Il l'a, mais il l'échange. Est-ce ainsi que l'on donne, pour reprendre? À quoi bon? Au reste, quand les œufs, en oisillons vivants, éclatent sous nos yeux. J'avais omis ce trait. Lorsque l'humide fange, sous le ferment des eaux, en vermine se change, nous prenons sur le fait, et dans l'enfantement, l'insensibilité, mère du sentiment. Le sensible, a-t-on dit, n'est bien de l'insensible, mais par un changement que les sens invisibles opèrent en elle avant que l'être ait vu le jour. La réponse est aisée, et je prouve à mon tour que les formations précèdent les naissances, que tout changement suit un concours de substance, que nul corps ne perçoit d'impression, avant que, pour constituer l'édifice vivant, accourus de l'éther, du sol, du feu, des ondes, ces germes égroupés, les rencontres fécondes, d'où vont jaillir les sens, ces flambeaux allumés, pour veiller au salut des êtres animés. À peine l'être vit, une atteinte trop forte le terrasse, et voilà qu'un tourbillon emporte tous les sens confondus, et l'âme avec le corps. L'ordre des éléments est dissous, les ressorts de la vie, arrêtés dans la structure entière, laissent l'ébranlement pénétrer la matière. L'âme enfin rompt le nœud des émails de la chair, et lancée en tous sens se disperse dans l'air. Et qu'attendre d'un choc? La perte, la ruine, la dislocation de toute la machine. Quelquefois cependant, sous un coup moins brutal, les restes ranimés du mouvement vital, apaisant du combat l'horreur tumultueuse, triomphent de la mort presque victorieuse, il triomphe. Tout rentre en sa route, et l'instinct vient rallumer d'essence le flambeau presque éteint. Sinon, comment pourrait l'âme au trépas ravi des portes du tombeau revenir à la vie, elle, si près du terme où conduit tout chemin? Au lieu de s'en aller, où nous irons demain? La douleur, c'est l'assaut des forces destructives, l'angoisse qui, du corps gagnant les œuvres vives, dans leur siège profond, trouble les éléments. C'est l'ordre rétabli dans tous les mouvements qui fait la volupté. De là cet axiome, ni plaisir ni douleur n'ont prise sur l'atome. Le germe est simple. En lui, nul mélange de corps, rien qui puisse souffrir de brusques désaccords, ou de l'apaisement goûter la jouissance. Tout sentiment est donc exclu de son essence. Quoi donc? Si pour sentir les êtres animés d'atomes sensitifs devaient être formés, les éléments humains, dont notre être est la somme, trembleraient, secoués par un vrai rire d'homme, sur leurs contours émus ruisselleraient des pleurs. De leurs germes premiers, des concours créateurs, nous verrions disserter entre eux ces grains de sable. Dès qu'on les assimile à l'être périssable, ils sont comme lui nés d'autres germes, produits d'éléments composés. Va plus loin, je te suis. Partout où tu diras « ceci rit, parle ou pense », ces germes, répondrai-je, ont la même puissance. Démence que cela. Fureur d'égarement. Si donc tu peux penser et parler doctement, sans atome d'isère, ou résonnant, et rire sans élément rieur, je reviens à mon dire. Tout sens est l'attribut d'un agrégat charnel. L'atome est insensible afin d'être éternel. Vivants, nous avons tous un seul et même Père, le ciel. Et quand la terre, universelle mère,
de la liqueur céleste a reçu le dépôt, son giron fécondé par les gouttes d'en haut, enfante les blés d'or, et les rayons feuillages, les races des humains et les bêtes sauvages. Puisqu'elle offre à leur faim de quoi nourrir leur corps, de quoi charmer la vie et remplacer les morts, qui lui refuserait ce nom sacré de mère? Quand la terre a repris ce qui vient de la terre, le ciel aussi recueille en ses calmes hauteurs ce qu'il nous a versé de germes créateurs. Ces atomes flottant sur les contours de l'être semblent naître soudain, et soudain disparaître, mais ne va pas douter de leur éternité. La mort brise leurs nœuds et non leur unité. La mort, sans entamer la matière des choses, règle à son gré le cours de leur métamorphose, et change les tissus, les formes, les couleurs, prête et reprend l'essence qu'elle reporte ailleurs. Tout gît dans les rapports et dans les résistances qu'imprime et que transmet le concours des substances, car la trame diffère et le fil est pareil. La mer, les eaux, le ciel, la terre et le soleil sont frères des moissons, des plantes et de l'homme. Ainsi des éléments dont mon vers est la somme, quelquefois différents, communs pour la plupart, leur valeur est dans l'ordre où les dispose l'art. C'est ainsi que partout opère la nature, avec les mouvements des germes, leurs figures, leur distance, leur poids, leurs chocs et leurs accords, varie incessamment la figure des corps. Plus que jamais, écoute, et que ton esprit veille. D'étranges vérités vont frapper ton oreille, à tes yeux va s'ouvrir un nouvel horizon. Mais il n'est fait si simple auquel notre raison ne refuse de croire, et tout d'abord se rende, de même qu'il n'est pas de merveille si grande, qu'il use avec le temps nos admirations. Tel est le pur éclat du ciel, tous ses rayons, d'astres épars au loin qu'il rassemble en ses plaines, la lune et le soleil, ses clartés souveraines. Suppose, si tu peux, ces prodiges soudains, pour la première fois livrés aux yeux humains. Quel spectacle plus beau, mieux fait pour nous surprendre, auquel les nations osassent moins s'attendre. Mais les yeux, aujourd'hui rassasiés, hélas, de leur étonnement, ne daignent même pas se lever vers l'azur de la voûte suprême. Ne va donc point, troublé par leur nouveauté même, rejeter mes leçons. Non, suis-les pas à pas. D'un jugement hardi pèse leurs résultats, faux pour t'armer contre eux, mais vrai pour t'y soumettre. J'aborde l'infini. Mon audace pénètre hors de ce monde, au fond des espaces cherchant jusqu'où va le regard de l'esprit et quel champ s'ouvre à l'essor du rêve, au libre vol de l'âme, ce qui siège au-delà des murailles de flammes. La nature avec moi le crie, autour de nous, en large comme en long, dessus comme dessous, l'infini se déploie et l'évidence inonde, d'une pleine clarté l'immensité du monde. Or, comment supposer qu'en si profondément l'espace illimité s'ouvre, et qu'un mouvement éternel et divers en ces gouffres immenses dissémine le vol d'innombrables semences, qu'il ne se soit formé qu'une terre et qu'un ciel? Quoi? Stérile rebut du fond substantiel, tant de germes, pareils à ceux dont la nature, au hasard, à tâtons, combina la structure, dont les chocs spontanés ont fondé l'univers, la terre et les vivants et les cieux et les mers, n'auraient en aucun lieu condensé leur poussière? Non, non. Il est ailleurs des amas de matière, des mondes habités, frères de ce séjour dont notre éther embrasse et maintient le contour. Quand l'atome est en nombre et la carrière prête, il faut, et nul pouvoir, nul retard ne l'arrête, il faut que l'être naisse et que la chose soit. Quand ce nombre est si grand qu'à peine il se conçoit, qu'avant de le compter s'useraient 1000 vies, les semences des corps incessamment servies, par l'immanent pouvoir qui les groupe en ces lieux, dans leur ordre présent, doivent, sous d'autres cieux, produire, conviens-en, d'autres terres, domaines, d'autres corps animés, d'autres races humaines. Au reste, il n'est point d'être unique en l'univers, qui grandissent isolés, sans famille et sans père. Tous relèvent d'un genre, et tous sont des semblables. Regarde les vivants. Ces bêtes innombrables qui hantent les forêts et les monts, ces oiseaux, ces poissons écailleux, peuple muet des eaux, l'homme enfin. Chaque espèce a sa marque commune. Ainsi, loin d'être seul, il faut bien que la lune, et le soleil, la terre et la mer et le ciel,
soit en nombre infini, dans l'ordre universel. En eux, l'individu, comme l'espèce entière, marqué du sceau profond qu'imprime la matière, à tous les corps vivants dont elle est le support, soumis à la naissance et sujet à la mort. Au temps où se formait le ciel, la terre et l'onde, quand le premier soleil eut luit sur notre monde, autour de notre sphère afflua du dehors, du grand tout émanait une foule de corps, d'atomes suspendus, de quoi nourrir la terre et les eaux, soutenir la voûte planétaire et sur nos fronts dresser les palais du ciel bleu. Les chocs distribuant chaque chose en son lieu, poussent les éléments où leur loi les réclame, les terrestres au sol, les ignées à la flamme, les fluides à l'air, les humides à l'eau, jusqu'à ce que tout corps ait atteint le niveau, qu'il ne dépasse pas, le terme et la mesure qu'aux formes qu'elle crée a fixé la nature, jusqu'à cette heure enfin où le tissu vital, gagnant moins qu'il ne perd, marche au déclin fatal, heure où la vie oscille, où la nature même, à sa force expansive, impose un frein suprême. Tout ce que nous voyons, d'un pas allègre et sûr, par degrés s'élevant, monté à l'âge mûr, perd moins qu'il ne reçoit. Les aliments, sans peine, dans le corps retenu, coulent de veine en veine, et la cohésion des organes suffit à proportionner la dépense au profit. Car si maint élément des contours se dégage, si nous perdons beaucoup, nous gagnons davantage, jusqu'au point culminant que nul ne peut franchir. C'est là que les ressorts commencent à fléchir, que vers l'autre versant l'âge adulte décline. Ce qui ne s'accroît plus penche vers sa ruine. Plus large est la surface et plus ample est le bloc, plus il perd d'éléments détachés par le choc. Les sucs réparateurs sont taris dans leur source, des vaisseaux appauvris qui retardent leur course, ils s'échappent à flot, sans retour, sans reflux, et les vides ouverts ne se réparent plus. Dès lors, il faut mourir. Rien ne refait la trame du corps raréfié que la vieillesse affame. L'acharnement des chocs, les assauts du dehors, ne cessent d'en troubler, d'embroyer les ressorts. La vie, enfin, s'écoule et périt tout entière. Ainsi doivent pourrir, écrouler en poussière, les murailles d'un monde assiégé par la mort. Rien ne dure et ne tient sans l'assidu renfort d'aliments nourriciers. Vain labeur. Les viscères s'usent à charrier tant de sucre nécessaire, et la nature aussi s'épuise à les fournir. Déjà la terre est vieille et ne peut rajeunir. Elle n'enfante plus que de chétives formes, elle qui donnait l'être à tant de corps énormes, et de la vie au loin répandait le trésor. Car ce n'est pas le ciel qui, par un câble d'or, fit descendre en nos champs toute race mortelle, ni le ressac des flots sur les rochers. C'est elle qui tira les vivants du sein qui les nourrit, elle dont le travail spontané leur offrit les brillantes moissons et la vigne et la joie des fécondes amours et l'herbe qui verdoie. Aujourd'hui nous luttons contre ces flancs ingrats, elle accable nos bœufs, elle épuise nos bras, à peine elle fournit du fer à nos charrues, son produit moindre insulte à nos sueurs accrues. Déjà le laboureur, robuste, las de voir tout son travail se perdre et tomber son espoir, triste, hoche la tête et soupire, et compare le passé généreux à notre temps avare. Il se prend à vanter le sort de ses aïeux, disant que ces anciens, cœurs simples et pieux, en des champs plus petits, certes, mais plus fertiles, sous l'œil des immortels coulaient des jours faciles. Il ne sent pas que tout décline, et, sous l'effort des ans, roule sans trêve à l'écueil de la mort. Mais nous le savons, nous. Il suffit. La nature échappe à ces tyrans superbes, elle dure par sa force, elle agit spontanément, sans Dieu. Par l'éternel loisir du calme insoucieux, où vous vivez, Dieu saint, par vos âmes sereines, qui de vous, qui saurait, prenant en main les rênes, diriger l'infini somme des univers, faire à la fois tourner tous les cieux et des airs, sur la terre exprimer le feu qui la féconde? Qui, présent à toute heure, en tout lieu sur le monde, abaissant le manteau ténébreux des vapeurs, secourait l'air serein de soudaines clameurs, souvent pour écraser son propre temple en poudre? Ou fuirait au désert pour essayer sa foudre,
arme qui frappe à faux et dont les coups, passant à côté du pervers, abattent l'innocent. Fin du livre 2e.